Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un programme, comme ça a été dit, qui s'appelle Cybelle Méditerranée et qui s'occupe de la biodiversité marine méditerranéenne. Donc moi, personnellement, je suis Céline Arnal et je suis directrice de l'association Cybelle Planète, qui est l'association qui est à l'origine de ce projet. Donc Cybelle Planète, c'est une association qui est récente, qui date de 2005, donc on est vraiment des petits jeunes. Et notre but principal, en fait, c'est de développer l'écologie participative en France, ou en tout cas en milieu francophone. Donc nous, on a deux biais de manœuvre. Le premier, c'est l'éco-volontariat, où là, on propose à des personnes, des écotouristes, qui souhaitent passer pendant leurs vacances, qui souhaitent passer un séjour au sein d'une équipe de recherche ou de gestionnaires sur le terrain. Ils vont venir les aider physiquement, mais ils vont aussi contribuer financièrement à leur, cette semaine-là ou à ce mois-ci, ce temps-là, ce qui permet de financer et d'aider vraiment grandement les recherches. Donc ça, c'est l'éco-volontariat. Et d'un autre côté, on travaille aussi avec des bénévoles, notamment avec le programme de sciences citoyennes Cybelle Méditerranée, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc avant tout, vu qu'ici c'est surtout le milieu terrestre qui est présenté, je vais faire un petit point super rapide sur la mer Méditerranée, de manière à vous montrer un peu le contexte. Donc la mer Méditerranée, elle est reconnue comme un point chaud de biodiversité, c'est-à-dire c'est très riche. Elle occupe la 2e place mondiale pour ses richesses spécifiques, notamment en espèces endémiques, patrimoniales et à grande valeur commerciale. C'est aussi une mer qui est petite en surface, avec 0,7% de la surface océanique mondiale, mais qui contient 6% des espèces faune et flore au niveau mondial. Donc c'est une zone très riche. Alors la plupart des habitats marins actuellement sont en danger, avec, on compte entre autres 80, au minimum, 81 espèces marines menacées d'extinction, telles que le mérou, la tortue, les tortues on en parle beaucoup, le thon rouge. Mais il y a aussi la superficie de beaucoup d'écosystèmes comme l'herbier de Posidonie. Donc là il y a une photo qui vous montre un peu à quoi ressemble l'herbier, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, qui est un écosystème très très important en Méditerranée, qui diminue en permanence. Donc les causes majeures de ces modifications, ce sont les changements globaux. Donc là, je vais juste vous dire ce que c'est, parce que justement, je ne vais pas vous expliquer beaucoup, tout le monde doit être au courant. Mais en gros, les causes majeures sont la dégradation de l'habitat, la pollution, la surexploitation des stocks, ça on en parle beaucoup, les invasions biologiques avec beaucoup d'arrivées d'espèces tropicales venant d'Atlantique et de mer Rouge. Donc ça, c'est vraiment un phénomène croissant exponentiel. Et le réchauffement climatique qui est un peu lié d'ailleurs à ça. Pour continuer l'état des lieux, en ce qui concerne la communauté scientifique, jusqu'à présent, ce qu'on s'aperçoit, il y a des choses qui se passent. Il y a 75 aires marines protégées, mais celles-ci occupent à peine 0,4% de la surface de la mer Méditerranée, donc c'est vraiment peu. Et surtout, en règle générale, on observe un manque de moyens humains et financiers au sein de la communauté scientifique, ce qui, à mon avis, n'est pas uniquement... ce qui ne relève pas uniquement du domaine marin, tous les domaines. Mais ce que ça donne, c'est qu'il y a très très peu de suivi à long terme et à grande échelle, et le peu de recherches qui sont effectuées se font presque en face des laboratoires océanographiques, avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec le nombre de personnes qu'on peut avoir, et puis sur 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, si on arrive à avoir le nombre de financements. Donc on a tout un tas de données fragmentaires, et puis en Méditerranée, surtout elles sont non standardisées, chacun travaille un peu de son côté. Du côté des amateurs, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a toutes les actions, il y a beaucoup d'actions autour d'espèces emblématiques comme le mérou, les baleines, et j'en passe. Donc ça, c'est très très bien. Il y a aussi beaucoup d'actions locales d'éducation à l'environnement. Donc tout ça a favorisé l'émergence d'une prise de conscience sur la mer Méditerranée. On en parle de plus en plus. Mais bon, de manière globale, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a un manque de données de manière générale qui permettent d'évaluer l'état de santé de la biodiversité marine méditerranéenne,
d'en suivre l'évolution. Il y a un manque de relais entre scientifiques et amateurs assez clair. Donc il y a quelques associations qui travaillent avec des scientifiques, mais ça reste encore assez rare. Et puis bon, donc un besoin de suivre la biodiversité marine à long terme et à grande échelle. D'où le projet. Donc avant de démarrer le projet, en fait notre projet est assez neuf. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais surtout vous présenter la manière dont on a conçu ce projet, les questions qu'on s'est posées, les choix qu'on a dû faire. Donc, au début, on a essayé de faire un petit bilan sur les sciences citoyennes en milieu marin. Il se passe que c'est vraiment moins développé qu'en milieu terrestre. Tout d'abord, même l'émergence de la recherche en biologie marine, ça date des années 1970, donc a suivi ensuite un intérêt des activités, on va dire, d'amateurs. Oui, puis ça a suivi aussi l'émergence du matériel, c'est-à-dire la plongée sous-marine à l'air, ça date de l'ère Cousteau, hein, pas avant, hein, en gros. Hein. Donc il y a un intérêt vraiment très récent pour la faune et la flore marine. Et ce qui se passe aussi, c'est que les sciences citoyennes, c'est d'autant plus difficile à mettre en place que l'infrastructure, elle est lourde. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà plongé, mais bon, c'est vrai que plonger, c'est beaucoup de matériel, c'est très contraignant physiquement, c'est très contraignant matériellement, c'est très contraignant financièrement, c'est cher. Et la plaisance, c'est pareil. Voilà, un bateau, c'est pas tous les jours qu'on fait du bateau, qu'on peut partir. Il faut que les conditions météo soient là. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de contraintes. Donc quelques exemples quand même. Bon, il y en a d'autres, mais là, c'est un peu les exemples les plus importants, en tout cas pour nous. Donc il y a beaucoup de projets de cétologie en mer Méditerranée qui, depuis 1996, travaillent avec des éco-volontaires. Donc là, c'est vraiment l'éco-volontariat, tel que je vous le présentais tout à l'heure, qui a permis de mettre en place des bases de données comportementales, d'identification, de photo-identification assez conséquentes. Ensuite, il y a le projet Reef Check, qui est un projet qui s'adresse à des plongeurs sous-marins, qui vise à suivre la biodiversité récifale. Donc là, c'est en milieu tropical. C'est un projet qui a démarré en 1996 et qui a connu vraiment un gros succès, puisque actuellement, il est appliqué dans plus de 81 pays. Et ensuite, enfin, il y a le projet Reef Fish Survey Program. C'est le projet qui, pour nous a servi le plus de modèles. Donc c'est un projet qui date de 1993. C'est le PAPI. Ça me fait rire parce que quand je vois vos projets et vos dates, c'est toujours un peu... Voilà, et donc l'objectif étant de suivre des poissons, et il a la particularité, en tout cas en milieu marin, pour être le premier projet avec une base de données en libre accès, et donc qui s'adresse aussi à des amateurs vraiment pas du tout confirmés. Donc l'idée de base pour nous était donc de créer un réseau de sciences citoyennes, pour répondre, entre autres, aux questions, quel état des lieux peut-on faire de la diversité marine méditerranéenne et quelle en est son évolution? Bon, tout ça, donc on s'est posé la question quels besoins on a. Les besoins, c'était de suivre à long terme, à grande échelle, la biodiversité marine méditerranéenne, vaste programme, mais surtout avoir des méthodes standardisées et démultiplier les moyens humains et matériels. Les objectifs étant et d'une de rassembler scientifiques et amateurs autour d'un même programme, dans un réseau, de mesurer simplement la biodiversité, donc là par la mise en place de méthodologies de protocoles simples, mais validées scientifiquement, de partager les savoirs donc avec l'édition d'une base de données enrichie en permanence et surtout en libre accès. Et puis enfin, de suivre les changements de la biodiversité, évidemment. Donc là, on a dû se poser pas mal de questions pour la mise en place des méthodes. Donc comme je vous disais, je vous présente vraiment le cheminement qu'on a dû suivre. Tout d'abord en termes de sujet, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut regarder? Donc on voulait regarder la biodiversité côtière et du large, donc c'est assez énorme. Donc il s'est posé la question qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des inventaires, comme ça c'est souvent fait, ce qui veut dire qu'on s'adresse à des amateurs vraiment très confirmés, il y en a mais vraiment peu. Ou alors est-ce qu'on part de listes d'espèces choisies plus ou moins judicieusement pour s'adresser au plus grand nombre de personnes possible? Donc nous, personnellement, on a choisi les comptages à partir de listes restreintes.
En ce qui concerne les participants, on s'adresse donc à des plongeurs amateurs, à des plaisanciers et à pas mal d'associations environnementales de plongée ou de plaisance, évidemment. Ce qui s'est tout de suite posé comme question, c'est le coût élevé, l'investissement élevé pour ces derniers. C'est-à-dire que les personnes qui étaient censées suivre notre programme de sciences citoyennes étaient des personnes qui allaient devoir avoir du matériel de plongée, faire partie d'un club, avoir la formation, c'est assez lourd, c'est beaucoup de sécurité. Le prix est élevé, c'est un coût, tout ça, et ça prend beaucoup de temps. En gros, pour faire une plongée qui dure entre une demi-heure et 1 heure en mer Méditerranée, il faut une matinée entière, quoi, hein. L'eau est froide, c'est pas toute l'année, on n'est pas en milieu tropical, voilà. Donc il y a vraiment un coût élevé, il fallait en tenir compte, ne pas demander trop compte tenu de l'investissement de départ. Donc d'où la question concernant les conditions matérielles dans lesquelles allaient être faites les méthodes. Donc qu'est-ce qu'on allait demander? Est-ce qu'on va demander des transects ou plongée libre? Donc transect reef check par exemple, effectue des transects. Alors ils sont en milieu tropical, il fait beau, la mer est claire, elle est chaude, c'est peu profond. Donc ils peuvent se permettre de dire voilà, vous faites un site, vous partez à 10 plongeurs. Voilà. Pour nous, ce n'était pas possible. Donc le matériel, donc vraiment limiter au plus le matériel, hein, sachant déjà les contraintes de départ, et puis se dire, voilà, on va peut-être limiter le reste, c'est-à-dire limiter le nombre, par exemple, de réplicas par site, hein, faire le moins possible, pour ne pas demander à une personne de retourner sur le même site de plongée, vraiment un nombre démesuré. Donc nous avons choisi d'effectuer des méthodes en parcours libre, avec un temps et un nombre de répétitions limités. Ensuite, s'est posé le problème des formations. Donc, l'année passée, en 2008, on a testé des premières méthodes auprès d'une cinquantaine de plongeurs, une cinquantaine de plaisanciers, et on leur a donné également des questionnaires. Et on a testé aussi des formations, c'est-à-dire qu'on a proposé des formations. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était assez décevant d'ailleurs, c'est que faire une formation, organiser une formation, c'est aussi un gros investissement pour nous. Et en retour sur investissement, c'est-à-dire que les gens qui viennent participer sont des gens qui sont plutôt demandeurs de rencontrer des scientifiques, d'apprendre des choses, d'être face à des programmes d'éducation. Mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui vont ensuite s'investir dans une action éco-citoyenne. Donc là, pour nous, ça a été un peu flagrant. Donc ce qu'on a décidé pour l'instant, alors on verra à l'avenir, c'est que pas de formation, mais on va mettre plutôt l'accent sur l'édition de documents pédagogiques associés aux méthodologies, et surtout on va essayer de distinguer différents niveaux de collecte de données. Tu as 5 minutes. La valorisation des données, donc ça c'était une autre question. La valorisation des données, surtout en ce qui concerne les scientifiques. Donc nous, on a un problème d'éducation, de la part pour le grand public, mais un problème d'éducation des scientifiques, notamment dans le domaine marin, qui est un milieu récent et pas du tout habitué à l'idée des sciences citoyennes. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse tout un travail de valorisation des données. Donc pour cela, on a essayé déjà de limiter les biais par un choix des espèces le plus judicieux, en prenant des espèces qui présentent un intérêt écologique particulier, en se basant sur la littérature scientifique, mais en même temps des espèces facilement identifiables, communes, et surtout qui ont un intérêt, on va dire, sentimental, que les plongeurs ou les plaisanciers vont être contents de retrouver durant leur plongée. Il y a un petit côté affectif qui paraît assez important. Donc ensuite, on a choisi de limiter les comptages à des classes d'abondance, de soit effectuer des recensements au niveau de la présence et non de l'absence, ou alors effectuer des recensements avec un effort d'observation. Que la saisie de données soit en ligne et à choix restreint, c'est-à-dire que nous, on a des formulaires de saisie de données en ligne, comme beaucoup d'entre vous le font, avec, par exemple, des menus déroulants pour éviter le plus possible, on évite les manipulations, le fait de devoir écrire un nom, on évite les erreurs. Et enfin, les données sont nominatives, donc c'est un peu comme ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que nous, on a créé un site avec un accès personnel, personnalisé pour les personnes.
Et donc on peut, pour chaque personne, savoir combien de fois il a travaillé, depuis combien de temps il est là, et attribuer à chaque participant un indice de confiance qui sera mis à côté des données. Et surtout, on peut retrouver aussi l'auteur des données. Donc en cas de doute, c'est bien, on peut toujours le contacter. Et enfin, c'est poser la question du cadre. Dans quel cadre allait-on faire cela? Donc nous, dès le départ, ça a été la première chose qu'on a fait, on a fait une charte éthique qui est sur le site internet, où entre autres on a décidé qu'il n'y aurait pas de prélèvement, de manière donc à éviter toute confusion, et notamment la confusion entre le domaine professionnel et le domaine amateur. C'est-à-dire que les scientifiques peuvent faire des prélèvements, ils ont des autorisations pour ça, les amateurs, non. Ensuite, de manière aussi, donc on a aussi défini le cadre, de manière à faire la différence entre l'activité de loisir et l'activité professionnelle, du plongeur professionnel. C'est aussi un métier, quoi, donc il faut, voilà. Et enfin, on a essayé de définir le plus clairement possible les engagements des participants. Que ce soit aussi bien des amateurs que des scientifiques participants, que des personnes qui iront plus tard consulter et utiliser les données. Alors, les méthodes proposées, donc nous, on propose des méthodes pour les plongeurs sous-marins, alors qui concernent pour certaines les poissons côtiers, des listes de poissons côtiers, et oursins aussi, oursins et recouvrement algal. Donc tout ça, ça permet de suivre un programme qui vise à évaluer la qualité des habitats. Ensuite, on a des comptages qui sont faits suivant le profil de la plongée. On a dû vraiment s'adapter à ça. Donc on a des comptages qui sont sur le fond, qui concernent des espèces qu'on dit benthiques, c'est surtout des invertébrés. Et ensuite des comptages en pleine eau qui vont concerner soit des poissons, soit ce qu'on appelle les gélatineux, c'est-à-dire les méduses par exemple. Et enfin, un observatoire photographique qui consiste à prendre une photo tous les ans du même paysage sous-marin. Donc là, ça a plus un intérêt pédagogique, on va dire, que scientifique. Enfin bon, ça peut. Et enfin, donc on a des méthodes qui s'adressent aux plaisanciers, où là, on considère deux niveaux, un niveau 1 et un niveau 2. Donc ces deux méthodes concernent des espèces de cétacés, mais aussi tortues, poissons-lunes et méduses. Et la différence, donc, c'est que pour les observations en mer de niveau 2, il s'agit de participer à des comptages sur un bateau où il y aura un guide formé qui sera à bord. Nous, actuellement, on a 4 guides formés. Et puis, ça augmente tous les ans, quoi. Tu es censé conclure? Ouais, je conclus. Par quoi je pourrais conclure? Donc voilà, je conclus vraiment par la mise en place. Donc en fait, Cybèle Méditerranée est constituée d'un comité de pilotage. Donc dès le début, on a un comité de pilotage avec une commission scientifique, donc qui a à peu près une quinzaine de chercheurs qui font partie des observatoires qui sont tout au bord de la Méditerranée. Et une commission pédagogique constituée de plongeurs amateurs et de gens ayant une expérience de la plaisance avec des amateurs. Donc tous ensemble, vraiment, tout le monde a travaillé à éditer des méthodes simples de comptage et le mieux adaptées, tout en étant validées scientifiquement. Donc ça, on les propose sur Internet, directement en téléchargement aux amateurs, avec des kits pédagogiques associés. Ces derniers vont donc appliquer ces méthodes en mer, les saisir directement sur le site web. Toujours pareil, c'est sur des formulaires. Et ça va constituer une base de données qui est en libre accès. Donc nous, en tant que Cybèle Planète, pour nous, notre plus gros challenge pour l'instant, c'est aussi d'assurer une valorisation des résultats. On en parle beaucoup ici, mais je pense que c'est vraiment important. Auprès des amateurs, c'est-à-dire tous les résultats qui seront émis par les scientifiques au fur et à mesure, ou toutes les analyses, donc ça assurer un retour, mais aussi une valorisation des données et des résultats auprès de la communauté scientifique. Je vous passe plein de trucs. Juste pour faire un premier bilan, nous, c'est depuis juillet, donc vraiment... le site est public depuis juillet. Donc depuis juillet, il y a un certain succès. On a déjà 150 personnes qui sont inscrites en ligne, ce qui, moi, je ne m'attendais pas à autant, donc je suis contente. Et depuis le mois de juillet, on a eu un certain nombre de formulaires qui ont été saisis en ligne. C'est tout nouveau.
Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les formulaires, notamment, les méthodologies, notamment celles qui concernent les poissons, le benthos ou la pleine eau, qui sont des méthodologies qui demandent vraiment très très peu de matériel, mais qui par contre ont des listes d'espèces qui sont entre 20 et 30 espèces, donc qui sont assez conséquentes, mais bon voilà. Ben, ils fonctionnent bien. Par contre, toutes les méthodologies qui demandent du matériel, un petit peu de matériel supplémentaire, elles, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, ça nous donne pour nous une première base de réflexion assez rapidement. Ben voilà. Et pour ce qui est des observations en mer aussi, ça fonctionne. Donc pour la carte, tout ce qui est en rose représente les observations qui ont été effectuées par des plaisanciers. Tout ce qui est dans d'autres couleurs représente les observations qui ont été prises par des plongeurs. Alors en fait, c'est assez difficile parce que comme il y a plein de couleurs et puis c'est assez local, il faut rentrer dans la carte un peu plus pour se rendre compte. Il y en a pas mal. Et cette carte, évidemment, est sur le site, en ligne et directement visualisable donc par les personnes au fur et à mesure. Voilà, je vais arrêter là. Ton adresse est où d'ailleurs Pardon ? L'adresse du site Ah ouais, je l'avais mis avant, mais je ne sais plus où. Voilà, www.cibelméditerranée.org. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.